Et les troubles somatiques, donc vous avez les troubles du sommeil. Donc on peut trouver tout dans les syndromes dépressifs, mais plus spécifiquement dans les troubles du sommeil, vous pouvez trouver l'insomnie matinale, un enfant qui se réveille assez tôt, à 5 h du matin, qui ne parvient plus à s'endormir, ou au contraire, plutôt chez l'adolescent, l'hypersomnie, un enfant qui peut passer son temps à dormir à 10 h, 12 h, voire plus. Et les troubles du comportement alimentaire, donc c'est pas univoque, vous pouvez trouver autant des comportements de restriction alimentaire que des comportements d'hyperphagie et de grignotage. Donc les facteurs de risque de ces troubles anxio-dépressifs, on le voit assez rapidement. Donc, on ne parle pas de cause en psychologie et psychiatrie, donc c'est pas comme si on avait la grippe et on pouvait isoler le virus pour poser un diagnostic. On parle plutôt de facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque individuels de présenter cette situation, notamment des caractéristiques tempéramentales, donc des caractéristiques plutôt biologiques de la personnalité, donc des enfants qui ont une forte émotionnalité, qui sont peu sociables en général et qui sont plutôt inhibés sur le plan comportemental. Ces enfants-là sont à risque de développer des troubles anxio-dépressifs. Et vous avez des facteurs de risque environnementaux, donc les événements de vie, tout ça exceptionnel au quotidien, les stress répétés impliquant les adultes en général. Nous passons à présent aux troubles du comportement. Donc, il y a essentiellement 3 situations diagnostiques. D'abord, le trouble déficit de l'attention et hyperactivité. Les enfants hyperactifs. Donc, il y a 3 ensembles de symptômes qui peuvent permettre de poser ce diagnostic, qui permettent de l'évoquer. Donc, vous avez le déficit de l'attention, un enfant qui zappe en fait, qui est très distractible, qui a du mal à maintenir très longtemps son attention sur une activité particulière, à tel point qu'il analyse très peu les situations, enfin il ne prend pas en compte tous les éléments d'une situation, et donc on parle d'impulsivité ou plutôt de réponse prématurée. Et donc comme il évalue mal les situations, parfois il se met en danger, il s'engage dans des actes risqués, et bien sûr l'hyperactivité motrice, bruyante, excessive et inappropriée. Alors, c'est très important, il faut savoir que plus de la moitié de ces enfants hyperactifs présentent des troubles de l'apprentissage. Donc, ce qui ajoute en plus des difficultés. Donc, les conséquences, bien sûr, ce sont des enfants qui sont mal tolérés en classe, la plupart du temps, parce qu'en fait, on ne sait pas justement, ou on ne comprend pas trop que ce sont des enfants hyperactifs. Parce que un des points essentiels pour pouvoir les aider, c'est qu'ils soient reconnus comme tels, bien sûr, donc ils ont aussi une mauvaise estime d'eux-mêmes. Le trouble positionnel avec provocation, c'est un trouble qui survient plutôt chez le jeune enfant. C'est un ensemble de comportements hostiles, provocateurs. Donc, il faut savoir dans le développement d'un enfant, vers l'âge de 2-3 ans, il dit non, il s'oppose, mais ça fait partie de son développement, donc c'est une façon pour lui d'affirmer progressivement sa personnalité, et tout ça est bien sûr contenu dans le cadre éducatif. Mais ces enfants qui présentent un trouble positionnel, ils disent non à tout, ils disent non à tout, et s'opposent systématiquement à tout. Donc c'est un trouble qui peut être précurseur d'un trouble des conduites, qu'on retrouve le plus fréquemment chez les enfants plus âgés, voire chez les adolescents. Donc c'est un ensemble de comportements persistants dans lesquels sont transgressées les règles sociales, bafouer les droits d'autrui. Les symptômes de l'agression physique, la destruction de biens matériels, jusqu'à la violation grave de règles établies, donc les fugues, par exemple. Le trouble est affirmé s'il entraîne un handicap social, scolaire ou professionnel. Et on peut le spécifier selon l'âge du sujet, c'est-à-dire que plus il survient de façon précoce et plus c'est péjoratif, bien sûr. Donc il y a des pathologies psychiatriques qui sont fréquemment associées à ce trouble des conduites. Notamment le trouble de déficit à l'attention, hyperactivité. Donc il y a des conduites à risque, autant physiques, sexuelles ou sociales. Donc il faut savoir que parmi les enfants qui présentent des situations d'école buissonnière, donc il y a des enfants qui présentent des troubles des conduites, et donc leur absentéisme survient de façon précoce. Ça ne les angoisse pas du tout, ça ne les culpabilise pas du tout. Cet absentéisme est dissimulé aux parents. Et voilà, tout le contraire en fait de la situation de phobie scolaire où les enfants sont très angoissés par le fait d'aller à l'école et les parents le savent, ils ne savent pas quoi faire.
Donc toujours pareil, ce trouble est sous-tendu par une mauvaise estime de soi chez ces enfants. Et il y a aussi le risque suicidaire. Donc les facteurs de risque de ces troubles du comportement, rapidement, donc il y a les facteurs de risque individuels, et ceux familiaux et sociaux. Donc, dans le tempérament de ces enfants, on peut discerner une docilité, un faible contrôle des émotions. Il y a aussi les facteurs familiaux et les facteurs de risque sociaux. La fréquentation d'enfants délinquants, bien sûr, ne va pas arranger le problème. Il y a le cas particulier le cas particulier du harcèlement en milieu scolaire, donc, qui concerne souvent des troubles, des enfants qui présentent des troubles des conduites. Donc, dans la littérature anglo-saxonne, le harcèlement en milieu scolaire est appelé bullying. Et ça peut prendre plusieurs formes. Ce sont des agressions répétées, systématiques, gratuites. Les enfants participent volontairement à ces agressions ou alors en sont victimes. Donc il y a une forme particulière de bullying qui est la pratique de jeux dangereux, donc des jeux d'agression ou des jeux de non-oxygénation. Donc, tout le monde connaît malheureusement le jeu du foulard. Donc, il y a des signes qui permettent de suspecter la pratique de ces jeux. Donc, voilà pour les troubles du comportement. Alors les autres situations diagnostiques qui méritent d'être citées, même si elles sont moins pourvoyeuses de situations de phobie scolaire, donc vous avez les troubles du comportement alimentaire, donc les troubles alimentaires restrictifs, donc, qui concernent les enfants qui présentent une anorexie mentale. Donc l'anorexie mentale, c'est un problème psychiatrique complexe, mais bon, on ne s'attendrait pas à ce que ces enfants qui présentent un hyper-investissement intellectuel et scolaire ne fréquentent plus l'école. Au contraire, ils sont très assidus et très bons élèves en général. Mais justement, vu qu'ils ont un comportement de sélection alimentaire, si le système de restauration n'est pas de type self-service, mais plutôt de cantine, et bien là, ils vont déserter la cantine, voire l'école. Donc c'est à ce moment-là qu'ils comportent un absentéisme chez eux. Et à l'inverse, bon, vous avez des enfants surpoids, donc c'est un problème de santé publique majeur. Donc on peut comprendre aisément que ces enfants qui peuvent être primés, traités de bourreaux, etc., donc, se sentent exclus et donc ne veulent plus aller à l'école, au contraire présentent des troubles du comportement avec des agressions. Donc, pour les troubles du sommeil, il faut surtout retenir qu'il faut toujours rechercher un syndrome dépressif ou un syndrome anxieux. Vous avez des choses moins fréquentes comme le syndrome de retard de phase qui touche surtout les adolescents, qui se couchent tard, qui se lèvent tard, et comme ils se lèvent tard, ils ne vont pas à l'école, c'est pas très fréquent. La narcolepsie, c'est encore plus rare et c'est un diagnostic de spécialiste, enfin de neurologue. Le syndrome de fatigue chronique, bon, je passe rapidement, c'est un diagnostic d'exclusion, puisqu'en fait, il faut éliminer toutes les pathologies, disons, purement organiques, médicales, et les pathologies psychiatriques pour pouvoir évoquer ce diagnostic. Donc, c'est un sujet de recherche autant que de controverse. Alors, il y a la schizophrénie, qui de manière générale, il faut savoir que la schizophrénie, c'est un trouble qui touche à peu près 1% de la population générale. Donc c'est une situation qui est peu pourvoyeuse de situation de phobie scolaire. Et donc ça peut arriver, c'est un trouble mental chronique qui a des symptômes productifs, donc tout ce qui est délire, hallucination, des symptômes négatifs, c'est-à-dire un retrait complet du sujet, un repli sur lui-même, et donc désorganisation de son comportement, de sa communication. Et ça aboutit à la désinsertion sociale du sujet, à tel point que même pour un spécialiste, c'est parfois difficile de faire la part des choses entre une schizophrénie qui débute et une phobie sociale très sévère. Donc voilà, j'ai abordé toutes les situations diagnostiques qui peuvent être causes de phobie scolaire. Pour conclure, on voit que ces causes sont multiples, intriquées le plus souvent. Les troubles anxieux peuvent coexister avec des troubles dépressifs ou des troubles du comportement. Les causes multiples, variées, intriquées. Chaque enfant présente une situation clinique particulière, unique, qui lui est propre. Ce qui veut dire qu'il est important de, bien sûr, pouvoir discerner les causes qui sont à l'origine de sa phobie scolaire. Et le fait de pouvoir bien déterminer les causes permet de bien les traiter. Donc, le traitement étiologique des causes est toujours adapté à chaque situation. Voilà, je vous remercie de votre